Bon les camarades, on va commencer ce premier plénier du camp internationaliste 2025. Premier plénier politique, puisque vous avez remarqué que le programme de chaque journée est thématisé et lancé par une première discussion en plénier. Et évidemment, cette discussion de ce matin va en réalité déboucher sur le programme de tous nos 3 jours de débat. Alors, dans le temps qui nous est imparti, on a décidé de présenter une certaine analyse de la situation du capitalisme, analyse qui, à notre avis, nous est commune, au moins dans les grandes lignes. C'est un sujet très vaste, ça ne nous permet pas du tout d'être exhaustif ou même de tenter de l'être. Et on a voulu quand même souligner quelques traits de la période actuelle avec le souci de tourner nos conclusions dans un sens pratique qui soit utile à nos efforts pour construire des organisations révolutionnaires et intervenir. Alors évidemment, ce qui nous réunit, c'est que c'est en tant que communistes qu'on aborde les problèmes. On s'appuie sur les idées de Marx, Lénine, Trotsky et bien d'autres, idées qui n'ont pas pris une ride et d'une certaine manière, des idées qui sont même plus actuelles que jamais. Jamais jusqu'à ces 30 dernières années, le capitalisme n'avait régné en maître sur l'ensemble de la planète. Marx avait très tôt capté la tendance à l'accélération de ce système qui se survit en avalant tous les autres sur son passage, un système qui est basé sur l'extorsion des profits, qui reproduit les conditions de l'exploitation, mais qui produit aussi, sur une échelle toujours plus large, la classe sociale capable de le renverser, la classe ouvrière. Les travailleurs, les prolétaires au sens large, ne sont aujourd'hui pas loin de constituer la majorité de la population sur la planète, ce qui est un fait absolument nouveau. Dans les années 2010, une barre symbolique a été franchie avec plus de la moitié de la population qui vit en ville. Ce seuil avait été franchi en France aux alentours de 1936. Alors la population travailleuse d'aujourd'hui, elle est urbaine, elle est éduquée, elle est salariée et elle a plus que jamais les moyens de diriger l'humanité hors du règne de l'exploitation et de la nécessité et vers le règne de la liberté, pour reprendre les mots de Marx. Et pour cela, il faudra une révolution sociale et internationale. Or, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est hérissé de frontières, de murs, de checkpoints. Chacun des plus de 200 États recensés par l'ONU est un État bourgeois, y compris la Russie, que la révolution de 1917 avait un temps dégagé de la propriété privée. Le grand capital règne en maître sur le globe. Il a mis sous sa coupe les pays les plus pauvres, dont aucun n'est resté à l'état féodal, bien que la misère y soit extrême. On est face à un pur capitalisme qui ne connaît aucune entrave, si ce n'est ses propres contradictions, qui sont insurmontables et qui se manifestent dans les inégalités, les crises et les guerres. Alors les plus puissants parmi ces 200 États imposent leurs lois aux plus faibles, non plus par la colonisation directe, car une vague de révolution anticoloniale est passée par là, mais par toutes sortes de pressions économiques, politiques, juridiques, et aujourd'hui de plus en plus souvent militaires. La volonté de ces États n'est en rien la volonté de leur peuple. Les États sont toujours des outils au service de la bourgeoisie. Le grand capital, qui n'a jamais été aussi concentré en aussi peu de mains, tient entre ses mains l'appareil d'État du pays ou du groupe de pays auquel il est rattaché. Dans ce sens, nous sommes toujours au stade impérialiste du capitalisme, tel que le caractérisait Lénine. Une ère de guerre et de révolution, c'est ce qu'il écrivait 2 ans à peine avant de mener les bolcheviks au pouvoir en Russie. Alors ça ne signifie pas bien sûr que la planète n'a pas été plusieurs fois bouleversée depuis 110 ans que Lénine a écrit l'impérialisme. Bouleversée d'abord par les assauts révolutionnaires des travailleurs dans les années 1910-1930, bouleversée par les assauts révolutionnaires des peuples qui se sont libérés du joug colonial à partir des années 1950, bouleversé aussi par les nombreuses révolutions dans les moyens de production qui sont la marque de fabrique du capitalisme depuis Marx. Des révolutions techniques
qui ouvre des perspectives extraordinaires pour une humanité organisée sur des bases sociales rationnelles, mais qui, sous la dictature de la bourgeoisie, menace d'épuiser totalement l'homme et la nature, qui sont les deux sources de toute richesse. Alors voilà pour le cadre général. Pour comprendre les enjeux de la période actuelle, plus spécifiquement, on va discuter maintenant de l'actualité. On va tenter d'abord de comprendre la politique de l'impérialisme dominant, les USA, avec une intervention de Craig. Puis on discutera de quelques-uns de ses concurrents et de ses alliés. La frontière entre les deux est parfois assez floue. On discutera de la Chine et de l'Union européenne, et en son sein de la France et de l'Allemagne, et enfin de la Russie, avec des interventions de Marie-Hélène et de Mathieu. Et enfin, on tentera de lancer quelques pistes de discussion politique pour le débat, mais qui n'épuiseront pas tout, avec une intervention de Christos. Je passe la parole à Craig. So I have the burden to speak about U.S. imperialism. So Trump's second term marks a kind of acceleration of the tensions in the global capitalist order. It's like it seems we have entered, in Lenin's terms, a kind of period of a redivision of the world among the imperialist powers. And this brings with it, of course, heightened levels of instability, exploitation, and greater threats of military conflicts. And it's important not to be distracted by Trump's chaotic tweets and his narcissism. These serve really as distractions from what are clear goals and clear methods. The primary aim of the Trump administration, around which its foreign and domestic policies take shape, is really expressed quite openly in their main slogan of "Make America Great Again," because this is both a recognition of the decline of U.S. imperial hegemony and a declaration to do everything in their power to restore it. And so the era of unchecked U.S. dominance from the end of the Cold War to 2008, it really has come to an end. And since then, China's growth in manufacturing and technology, in finance, and in military capabilities has posed new challenges to U.S. hegemony, including within its traditional spheres of influence. Of course, this is not a situation of two equal imperialist powers bumping heads, but it's a kind of impasse has been reached whereby the continued growth of one happens only at the expense of the other. And so their continued competition is a sort of opening up of another redivision of the world. And in this, we see a kind of renewed so-called scramble for Africa, for resources, markets, finance. We see a race for AI dominance and an acceleration of competition in the tech sector. We see an increase in military production and really a renewed nuclear arms race. In the United States, it's both parties, Democrats and Republicans, that characterize this new period as openly as a battle for hegemony and describe China as its, with its relations, with its sort of allies, whether it be Russia or Iran or Pakistan, as a kind of axis of upheaval, is what they say. Explicitly responsible for the U.S. decline in dominance. And so the Trump administration is not new in making this competition with China a priority. What's new, however, is its singular focus on this rivalry and the methods they are willing to employ. The Trump administration, in that sense, is a break with the past and an intensification, really, of the worst methods of authoritarian class rule. For the Trump administration, all foreign and domestic policy efforts must prioritize U.S. capital interests. And so whether it be relations with other countries or programs or aid packages that don't directly benefit U.S. capital, all of these are now superfluous and expendable. And to give just some minor data, since 2001,
That was the last year the U.S. had a federal budget surplus. The U.S. national debt has been used as the main mechanism to finance U.S. imperialism and to stabilize capitalist crises. And the national debt has continued to grow, increasing by 4 times since 2008, now around $36 trillion, which is $10 trillion more than the GDP. And so the U.S. has been able to sustain this level of debt only so long as its currency and economy were trusted and stable enough to invest in. But that stability, it's not gone, but it's begun to wane, especially as China has expanded into various U.S.-dominated markets. And so it is with this backdrop of a kind of rising China, slowly encroaching upon U.S. imperial hegemony, that we must understand the methods of the Trump administration. Even Trump's chaotic trade tariffs, they make no sense unless they are understood as a means to strengthen U.S. capital at the expense of China. The U.S. wants to use the tariffs as kind of a blackmail to charge other countries a fee, to do business with U.S. imperialism, and simultaneously to pressure them to choose between whether they will prioritize the United States or whether they will prioritize China. And so tariffs are being used to pressure countries to diversify supply chains away from China and towards the U.S., and to make deals that outright penalize China. Just one example, the case of Vietnam. Their latest agreement is both a handout to U.S. capital. It removes restrictions and regulations on investment in Vietnam. And Vietnam had to agree to block China from using Vietnam as a hub for rerouting Chinese-made goods that were bound to get around the U.S. Tariffs. And so many of their trade deals are similar like this. Other trade negotiations have a clear military aim. Tariffs have been used to pressure Europe, not all of Europe, but to increase military production and to take on a greater role in NATO's efforts to weaken and contain Russia. And all of this is so the U.S. can prioritize its military buildup against China. So the Trump administration, they speak openly about the possible confrontation with China over Taiwan, and they seek to build up its military capacity in the region in case China invades or attacks. So the U.S. aims to reduce its military forces in Europe solely to prioritize its presence in the South China Sea while it continues to arm Taiwan. And for the most part, Europe has agreed. And so even as the United States has renegotiated its role with Europe in arming Ukraine against Russia, Trump has tied the access to Ukraine's raw materials as a condition of further U.S. support. It's not new, but with Trump, it is out in the open. And similarly, the unflinching support of the United States for Israel's genocide of Palestinians and its attacks on Lebanon and Iran, all of this is part of attempt to reassert U.S. hegemony in the Middle East. And its support of genocide, we must be clear, demonstrates the extremes to which U.S. imperialism is ready to go to assert its dominance. And in general, the United States seeks to reassert its control over traditional spheres of influence. China, for example, has made major inroads in trade and shipping in Central and South America, including the Panama Canal. And the U.S. has used trade negotiations and open threats to reclaim its priority in these regions. If, for example, their blatant threats on Greenland serve the same aims of opening it up to U.S. capital without restriction, even if it's just to block its competitors. And so the administration has used trade negotiations also to pressure countries to agree to allow the United States to dump immigrants in mass deportation regime, really as a way to outsource the death of migrants. And so their competition with China is a major escalation in military production as well. The competition in AI is vital to military and surveillance efforts. And we see that they use blackmail to remove restrictions to U.S. capital abroad and
simultaneously, they're using it to deregulate the domestic industries as well. Basically removing all safeguards of workers' protection, any sort of minimal environmental safeguards as well are being torn up. And so anything that really does not directly support U.S. capital is seen as expendable. Investments, whether they be even in things like health research, environmental safety, food assistance, whether these be national or international, all of these are being either gutted or totally eliminated. This, I think, will intensify what Engels called social murder, the systemic immiseration of the world's most vulnerable people. And so these policies, like I said, are being mirrored on the domestic level, which we'll talk later in the next session if you want more detail about the U.S. situation. I'm skipping all of that. But to say in short, the state is removing regulations and it is pillaging the state budget in every sector that doesn't support the military or federal type police surveillance forces. And this is to achieve a kind of blatant intensification of militarism, of exploitation, and really a centralization of state power in the presidency, challenging and kind of surpassing every prior legal constraint. For example, the administration is expanding its domestic military apparatus to recruit right-wing thugs into the offices of state, especially for immigration enforcement, what's known as ICE, really to terrorize the immigrant communities and suppress any kind of dissent among the population. Many of these ICE facilities are like concentration camps where people are kidnapped and sentenced without any legal protection, which includes citizens as well. And they seek to eliminate anything that challenges their right-wing doctrine. And so we know that all of this will aimed at increasing the exploitation, especially among migrant workers, and it will be used to spew nationalism and hatred into the working class in order to divide it. And so to wrap up, it seems we should be clear about what we're kind of seeing take shape. This is, as we said before, this is capitalism with the mask ripped off, but what it lays bare is a kind of dictatorship of capital that lies beneath. We're seeing all of the contradictions and instabilities of capitalism sharpen and escalating competition and sharpening the risks of war to break out. As regions of the planet heat up and burn and flood, we see an acceleration of climate destruction, and we see a deterioration of traditional bourgeois freedoms replaced by increasing authoritarian regimes. We see the abandonment of any semblance of international law, an open embrace of blatant genocide, corruption, and blackmail. But at the same time, in all of this, we have to see that there is overreach, right? These policies are only further evidence that the managers of this system have no exit from this dead end that they're on. And they have no off-ramp from the destructive path, and this is becoming increasingly clear. And as a result, we see an awakening amongst young people, to the horrors that this system has in store. Yes, many turn to nihilism, but others have begun to stand up, and there's a resistance to genocide. We see a resistance to authoritarian rule, and there really is the potential for a growing working class resistance, especially as the exploitation and the misery continue to sharpen. And so we see in this the possibility for workers to choose solidarity and internationalism over anti-immigrant racism and further division. And so ultimately, this period we seem to be entering into is one of increasing volatility and uncertainty, and our tasks as internationalist revolutionaries is more urgent and necessary than ever before. And to end, we must make sure that what this period produces are the grave diggers of capitalism and not just many, many more graves. Thank you. Thank you. Eh ben, salut à toutes et tous les camarades. Donc l'idée un peu c'est de voir de quoi on peut discuter aujourd'hui par rapport à ce que disait par exemple Lénine sur la question des monopoles. Il disait que c'est
l'impérialisme, le capitalisme des monopoles qui opèrent au niveau de la planète. Alors c'est vrai que ce phénomène en fait de concentration, il est toujours extrêmement vivace. On peut citer 3 exemples. Entre 1995 et 2015, par exemple, 60 sociétés pharmaceutiques ont fusionné. Elles ne sont plus que 10 aujourd'hui, ce qu'on appelle les Big Pharma. Dans un autre domaine, on a 40% du marché international des semences agricoles qui sont détenues par 2 multinationales. Et si on pense à ce qu'on appelle les Big Tech, aujourd'hui, on a 3/4 des dépenses publicitaires mondiales qui profitent aux 3 géants que sont Meta, Alphabet et Amazon. Si on prend l'exemple de l'Inde, qui est donc un nouvel arrivé sur la planète des grandes puissances capitalistes, la concentration industrielle est immense. On a 5 grandes entreprises aujourd'hui qui dominent la totalité du marché intérieur indien et qui est évidemment aussi en train de se développer à l'international. Donc on a toujours cette vérité sur ces trusts, mais la nouveauté, c'est que ceux-ci, en fait, sont en concurrence avec des nouveaux groupes qui sont issus des nouvelles puissances, ce qu'on a appelé à un moment donné les puissances émergentes, et qui sont aujourd'hui devenus des réels concurrents des grandes puissances impérialistes historiquement parlant. Car en fait, ce qui est très important toujours, c'est que les grands groupes restent liés à leur pays d'origine. Et c'est ça qui aujourd'hui nourrit cette rivalité inter-impérialiste. Et cette montée, bien sûr, qui en découle du protectionnisme et du nationalisme. Alors pour s'intéresser en fait aux 2 morceaux un peu importants, la Chine et d'une moindre mesure la Russie, on peut donner quelques exemples. En 2024, parmi les 500 plus grosses entreprises mondiales, il y en avait 133 qui étaient chinoises. Parmi les 10 premières, il y en a désormais 3 qui sont chinoises, dans des domaines majeurs comme l'électricité, l'acheminement électrique et la production de pétrole. Et surtout, on a une arrivée toujours massive, d'une certaine manière, de ces multinationales chinoises dans le top 500 des plus grandes entreprises. Par exemple, en 2024, vous en avez 5 qui sont arrivés dans le secteur des véhicules électriques. Le camarade précédent l'a bien expliqué, les investissements chinois à l'étranger ont été multipliés par 8 au cours des 15 dernières années. Depuis 2013, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que premier investisseur étranger direct en Afrique. Et aujourd'hui, le 2e partenaire commercial de l'Amérique du Sud. Mais ce sont aussi des investissements chinois massifs au Moyen-Orient, notamment en Iran et en Irak. La montée en puissance de la Chine sur la scène internationale et dans une moindre mesure de la Russie aboutissent à ce réagencement du système global de domination. On peut dire qu'il y a à la fois une interdépendance accrue économiquement parlant, c'est-à-dire cette fameuse, interdépendance, ce qu'on appelle parfois les chaînes de valeur, avec un capital qui est transnational, et en même temps l'accentuation des rivalités inter-impérialistes. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le concept d'impérialisme défini par Lénine, bien sûr, il faut qu'on l'actualise dans l'observation de ce qui se passe, mais qu'il reste évidemment extrêmement important pour notre compréhension du monde. Car ces grandes puissances capitalistes, elles défendent nécessairement leurs investissements, leur influence et leur déploiement militaire. Et c'est ce que font aujourd'hui la Chine et la Russie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus simplement l'apanage des États-Unis et de leurs alliés historiques, notamment ceux de l'Union européenne, mais ça concerne l'ensemble des grandes puissances capitalistes. Alors, Aurélien l'a dit en introduction, on considère évidemment que la Russie est un État impérialiste aujourd'hui, qui n'a pas les moyens d'une ambition hégémonique mondiale, mais qui fait tout pour s'imposer dans sa sphère d'influence, notamment à l'est de l'Europe
et dans le bassin méditerranéen. Et la guerre en Ukraine depuis 2022, c'est l'illustration sanglante de cette volonté, repousser ses concurrents occidentaux qui se sont unis dans l'OTAN, qui a construit notamment ses bases en Europe de l'Est, et qui encourage aujourd'hui les anciens pays dits du pacte de Varsovie à rejoindre cette OTAN. Du côté de la Chine, c'est la nécessité de protéger ses investissements à l'ère de ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie et de s'assurer un accès à l'océan Indien, ce qu'elle appelle ses corridors. Elle soutient notamment des régimes dans tout l'arc sud-est asiatique, notamment le régime birman, extrêmement dictatorial et sanglant, et s'ingère dans des affaires intérieures comme celle du Pakistan, dont on a vu les rivalités avec l'Inde, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre. Donc ça se joue aussi sur ce terrain-là. Pour sécuriser ces voies maritimes, qu'elles soient marchandes ou militaires, Pékin prend possession carrément de ports dans un certain nombre de pays. Alors c'est très large puisque ça va du Sri Lanka jusqu'à la Grèce, notamment en utilisant l'arme de la dette. C'est-à-dire que quand un pays qui a emprunté auprès de la Chine est en défaut de remboursement, la Chine s'octroie l'usage pour une durée très large, qu'on appelle des concessions, des ports directement dans ces pays. Alors bien sûr, la Chine a moins d'influence, moins de puissance économique, fait moins d'investissements à l'étranger que les États-Unis et a moins de capacité militaire. C'est pour cette raison qu'on affirme évidemment que la Chine ne cherche pas à dominer le monde aujourd'hui comme les États-Unis. Mais d'une certaine manière, pour les États-Unis, le problème que lui pose la Chine est ailleurs. C'est la Chine qui devient en fait son principal obstacle à cette domination mondiale. D'ailleurs, les investissements militaires chinois augmentent plus vite aujourd'hui que ceux des États-Unis, même si, évidemment, ceux-ci restent un tiers encore à ceux des États-Unis. Alors, c'est largement suffisant pour constituer une menace crédible pour les intérêts américains dans la région du Pacifique, notamment sur la question de Taïwan, quand même. Et si on rajoute à cette équation le fait que de nombreuses chaînes de valeur dominées par les États-Unis passent par l'industrie chinoise, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui chaque choix majeur fait par l'impérialisme américain est une tentative de contenir la Chine. C'est-à-dire que la politique menée par les États-Unis vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Union européenne, la question des droits de douane, la question de son intervention au Moyen-Orient ou en Iran s'explique, c'est le vecteur en fait majeur de l'explication par rapport à cette rivalité États-Unis-Chine. Et cette politique en fait d'endiguement, d'une certaine manière, de la première puissance impérialiste mondiale à l'égard de la Chine, fait que ça plonge tous les autres pays capitalistes dans l'obligation de choisir un camp. Et c'est ça qui génère une augmentation des conflits et des risques croissants de guerre localisés, mais qui pourraient évidemment se généraliser. C'est cette intensification des rivalités impérialistes qui expliquent aujourd'hui fondamentalement l'instabilité de la période. Chaque puissance, qu'elle soit petite ou grande, se bat pour sa part dans le monde où les rapports de force changent très rapidement et sont donc redéfinis par des guerres. Alors la question de l'Union européenne, par exemple. L'Union européenne perd du terrain et tente de faire des efforts pour lutter contre cette situation. Elle a une situation généralement assez diverses parce qu'il y a des impérialismes évidemment de taille très inégale entre la France, l'Allemagne d'un côté et des États disons plus en concurrence entre eux mais dans un second rang comme la Grèce ou l'État espagnol. Elle est minée par des divisions qui expliquent en fait aussi cette impossibilité en fait d'une politique totalement, je dirais, indépendante à l'égard justement des États-Unis. Alors on a une illustration encore toute récente avec l'accord signé par l'Union européenne et son émissaire Ursula von der Leyen en Écosse il y a quelques jours sur les droits de douane. Pour la petite anecdote, c'est été signé en Écosse.
mais c'est Trump le patron, y compris dans tous les sens du terme, puisque en fait les négociations ont eu lieu chez lui, dans une propriété familiale, c'est-à-dire que voilà, il était au sein de sa famille, ses fils qui possèdent tout un bout là de cette partie-là de l'Écosse. Alors c'est des beaux terrains de golf, mais pas seulement. Et donc, vous avez dû voir que c'est donc une instauration de 15% de droits de douane sur l'ensemble des marchandises issues de l'Union européenne, mais surtout l'engagement de l'Union européenne de faire des achats pour 750 milliards de dollars dans le domaine de l'énergie et du matériel militaire, et donc évidemment de faire fonctionner la machine à produire états-unienne. Donc cette Union européenne, et on l'écrivait dans une de nos résolutions, le NPR révolutionnaire, il y a quelques semaines, on voit que plus les événements se tendent et plus l'Union européenne apparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire à la fois un nain politique réduit au rôle de spectateur, un second couteau du système impérialiste, et celles-ci, donc ces bourgeoisies de l'Union européenne, sont réduites à négocier leur insertion dans le camp impérialiste américain. Ça la plonge dans une situation subalterne qui encourage d'une certaine manière les divisions entre ces États et en même temps nourrit donc la source de cette faiblesse, c'est-à-dire on a une espèce de spirale infernale. Ça ne veut pas pour autant dire que cette vieille Europe n'est pas concurrentielle et agressive contre l'ensemble, évidemment, des travailleurs et des peuples. Alors évidemment, il faut qu'on fasse un sort en ce qui nous concerne à notre propre impérialisme dans cette discussion. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'impérialisme français ? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une sorte de spécialisation à l'échelle internationale de cet impérialisme dit secondaire, avec des spécificités, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, grande puissance nucléaire, qui bénéficiait d'un précaré en Afrique, qui correspondait grosso modo à son ancien empire colonial, sur lequel les États-Unis lui avaient délégué le rôle de gendarme, et ce qui explique en grande partie la ribambelle d'interventions militaires de la France en Afrique pendant plusieurs décennies et l'intrusion permanente de cet impérialisme sur cette zone de la planète. Et en même temps, une sorte de spécialisation à la fois technique et industrielle, centrée sur le complexe, ce qu'on appelle parfois militaro-industriel, dont le développement s'est appuyé, mais de manière systématique, quelle que soit la couleur politique affichée par les gouvernements de la bourgeoisie, sur l'État, qui a passé de manière extrêmement massive des commandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle des géants de l'armement français, Thales, Dassault, Safran, Narval Group, ce ne sont pas des géants qui sont devenus ainsi par le biais du juste prix et de la concurrence libre et non faussée, mais grâce à l'intervention directe de l'appareil d'État bourgeois, qui a su d'ailleurs d'abord fournir beaucoup de commandes, mais qui a aussi trouvé des acheteurs à l'étranger, qui a su assurer la formation d'ingénieurs spécialisés, qui a utilisé tous ses réseaux diplomatiques et qui a offert des terrains d'entraînement grandeur nature, notamment au cœur de la France-Afrique. Cet impérialisme, disons, dans sa spécificité aujourd'hui, est remis en cause. Et les changements qui affectent l'impérialisme français, ils condensent d'une certaine manière, sous une forme particulière, les traits généraux de la reconfiguration générale. On a cette économie française qui s'est, je dirais, effondrée d'une certaine manière dans son poids international. Je ne vais pas donner trop de chiffres, je vais en donner deux. En 1975, quand le groupe des 6, qu'on appelait à l'époque, qui deviendra un petit peu plus tard le G7, se crée, le produit intérieur brut français représentait 6% du PIB mondial. Aujourd'hui, en 2023, les chiffres les plus récents, c'est 2,6%. Et dans le même temps, la Chine, dont le PIB représentait que 45% de celui de la France, est devenue la deuxième économie mondiale. La France s'est fait dépasser par la Chine, par l'Inde et reléguée aujourd'hui au 7e rang au niveau économique. Si on regarde ces grands groupes, si on regarde le classement des 500 plus grandes entreprises mondiales,
133 pour la Chine, je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, pour la France, c'est plus que 24 entreprises françaises qui figurent dans les 500 premières. Il y en avait 42 au début des années 1990. La première entreprise française, Total, n'arrive qu'au 20e rang. Et ça s'est aussi traduit par des reculs sur un plan géostratégique. Par exemple, le Bourbier qui a représenté l'opération Barkhane au Sahel, ce qu'on a parfois appelé l'Afghanistan à la française, la perte de ses bases militaires en Afrique. Vous avez dû voir, il y a encore moins de 15 jours, c'est le départ des troupes françaises qui stationnaient au Sénégal, mais ça s'ajoute à une longue liste, le Tchad, le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 bases permanentes françaises en Afrique, au Gabon et à Djibouti, alors qu'il y en avait plus d'une douzaine il y a quelques décennies. Et puis, on se souvient tous du camouflet subi par l'impérialisme français avec la non-signature de vente de sous-marins à l'Australie en 2021, qui a fait disparaître d'une certaine manière la France en tant qu'acteur majeur dans la zone Indo-Pacifique. Mais, en parallèle de cette décrépitude relative quand même, on a la France qui est devenue le 2e exportateur d'armes mondial derrière les États-Unis. C'est une augmentation de 47% des volumes d'exportation sur la décennie 2014-2024 pour donc les ventes d'armes françaises à l'étranger. On a donc une excellente santé des marchands de canons français qui est totalement en décalage par rapport à la situation décrite. C'est d'ailleurs toujours là-dessus que se félicitent les dirigeants politiciens bourgeois français, le ministre de la Défense, Le Cornu. En janvier dernier, il se félicitait que les exportations d'armes françaises s'étaient de nouveau, avaient atteint des sommets inégalés, qu'on était la 2e meilleure année depuis plusieurs décennies, et il enchaînait. L'année 2025 s'annonce comme une excellente année qui débute de manière prometteuse avec la vente de 14 hélicoptères Caracal en Irak. Voilà, donc on a le VRP habituel, c'est-à-dire le ministre de la Défense française qui vante les mérites de son, lobby militaro-industriel. Et si on regarde, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez des classements en fait, qui sont faits par des think tanks internationaux sur la question du rapport des pays au budget militaire. Eh bien, la France en fait arrive dans les toutes premières places en fait des pays les plus militarisés du monde. Elle n'est dépassée que par la Corée du Nord, les États-Unis, la Russie et Israël. On a évidemment, et ça je pense qu'on l'a tous en tête et je terminerai là-dessus, l'envol des dépenses militaires avec toutes les lois de programmation militaire de ces dernières années. La dernière en date pour les budgets jusqu'en 2030. C'est 40% de plus en dépenses militaires publiques que par rapport à la dernière loi de programmation militaire. Et bien sûr, on a tous et toutes en tête le discours de Macron du 13 juillet, de celui de Bayrou de quelques jours plus tard, qui nous annonce évidemment que tout ça va continuer à s'envoler. Je termine là-dessus. Donc on a un surdimensionnement militaire de la France à la fois son armée, sa puissance de frappe, la question du nucléaire qui reste quand même quelque chose de très 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 important, et un rétrécissement finalement de son appareil productif industriel, c'est-à-dire qu'on a vraiment une espèce de contradiction apparente comme ça, qui fait que la France aujourd'hui est souvent taxée de puissance militaire et du luxe, qui sont les 2 seuls créneaux. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est un impérialisme qui n'est pas moins dangereux, c'est un impérialisme affaibli, secondaire, agressif et nuisible, qui fait tout pour regagner le terrain perdu, qui peut se lancer dans des expéditions extrêmement aventuristes avec toutes les conséquences que l'on connaît, comme on a vu avec la Libye en 2011 ou avec la Centrafrique en 2013.
et aussi aujourd'hui qui continue à maintenir sa domination dans ces territoires d'outre-mer, qui est aujourd'hui, encore une fois, voilà, une des manières de maintenir sa domination à une échelle internationale en maintenant des peuples sous un joug colonial, comme on le voit encore avec le dernier accord de Bougival, qui sera peut-être pas d'ailleurs un accord avec donc la situation en Kanaki. So, a few days ago, several European countries, led by Germany and Norway, confirmed that they will supply Ukraine with American-designed Patriot missile defense systems. This could be seen as a U-turn in Trump's policy towards Ukraine. But this imperialist system is by its very nature inclined towards war. And when Trump orders, Europe's secondary imperialists comply. Under pressure from Trump, Germany has followed the lead of other European countries in massively increasing its military spending. Already this year, some 2.4% of GDP is being devoted to it, and they will gradually increase until 2029, so that the 3.5% of GDP recommended by the last NATO summit will be reached. Of course, these exceptional expenses will be paid for by workers and the poor, through savings and cuts in public services. This rearmament is the result of the German bourgeoisie's in-between position vis-à-vis the USA. On the one hand, it has no choice but to follow the course dictated by the USA, which supplies 2/3 of German arms imports. But on the other hand, it is also under pressure to become more independent due to growing uncertainty about American protection. On the world stage, the reconfigurations between the great powers do not play into Germany's hands. Germany, historically linked to Russia in economic terms, has been affected by sanctions and energy supply difficulties since the start of the war in Ukraine. Added to this, increasingly tough competition from China and the protectionist policies of the United States have further weakened German industry. Germany is looking for ways to get its economy out of its relative weakness. There is an attempt to diversify trade relations with new countries, India, Japan, Canada, but without giving up their economic relations with China and without forgetting the important role Eastern Europe continues to play as part of the supply chain and as a supplier of raw materials. What success this will have is completely open. One thing is certain, Germany is looking for a way out as it is forced to increase productivity. This is already having an impact on whole sections of its industry. Major restructuring is taking place in the automotive, mechanical engineering, chemical, and pharmaceutical industries. The German capitalist class is looking for new opportunities, and war is already a great boost for the arms industry. The major companies in the sector, the steel and armament giants, are rubbing their hands. Thanks to government orders, their profits are soaring. Rheinmetall shares, for example, have soared by 250%. This follows a 600% rise since the start of the war in Ukraine. In 2025, German arms shipments to Ukraine amounted to 8.3 billion euros. Not to help Ukrainians defend themselves against the Russian aggression, but in the hope of gaining access to reconstruction markets. While the United States under Trump were showing a certain restraint a few months ago when it came to sending arms to Ukraine, it is becoming increasingly clear that in their confrontation with China, all yesterday's allies and today's enemies are pawns that can be weakened or exploited according to the interests of American imperialism. The march to war we are witnessing indicates that future wars will be fought between the bourgeoisies, while all European countries appear to be aligned against Putin for the time being. There is no guarantee that this facade of unity will hold when their interests are at stake.
On va lancer avec Christos quelques pistes pour le débat, des questions ouvertes. Alors, dans ce qu'on a entendu, c'est sûr que l'instabilité de la situation mondiale semble marquer l'ouverture d'une nouvelle période. Mais qu'est-ce que ça veut dire nouvelle période et c'est quoi les conséquences politiques? Parce que dire qu'une période est nouvelle, c'est soit ne rien dire, soit vouloir plaquer parfois une grille d'analyse pour justifier en réalité des virages politiques qu'on a choisis par avance. Les staliniens avaient pris cette habitude dans les années 30 de faire coller leurs zigzags bureaucratiques entre gauchisme et opportunisme à des prétendues nouvelles périodes, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Bon, évidemment, on ne cherche pas à faire la même chose. Si aujourd'hui, on parle d'un changement de période, c'est d'abord parce qu'on n'est pas les seuls. Tous les politiciens, les patrons et les généraux, qui prennent une importance démesurée aujourd'hui, en conviennent. Alors comment on peut la définir, cette nouvelle période? Peut-être en commençant à définir la précédente, parce qu'on a toujours plus de facilité à dire les choses rétrospectivement. C'est la chute de l'URSS qui a certainement été l'événement qui a bouleversé le monde à la fin du XXe siècle. Cette chute de l'URSS, elle a été concomitante et elle a boosté une phase d'accumulation capitaliste que certains qualifient à tort de néolibérale, car elle n'avait rien de libéral, vu le rôle que les États déjà y ont joué, et rien de nouveau, si ce n'est les vieilles recettes pour augmenter le taux d'exploitation. Accumulation sur le dos des services publics, des dettes publiques et de la nature, exploitation renforcée des travailleurs avec augmentation du temps de travail tout au long de la vie, baisse des salaires réels, cadences infernales, etc. Toutes ces réformes ont déclenché des réactions, mais ces réactions de riposte ouvrière ont été canalisées par des appareils syndicaux qui ont poursuivi et renforcé leur intégration depuis l'époque où Lénine, déjà, il y a 100 ans, les décrivait comme l'aristocratie ouvrière. Alors cette phase, qui dure depuis les années 1980, a connu l'intégration des anciennes colonies au marché mondial, le développement capitaliste de l'Asie, dont la Chine, et elle a été couronnée et favorisée, du point de vue impérialiste, par la chute de l'URSS. Elle a été une phase d'intensification de l'exploitation, de très large croissance de la classe ouvrière, de pillage des pays pauvres sous la pression de la dette, ainsi que de dépeçage de l'ancien bloc soviétique. C'est la crise financière de 2008 qui a exposé les contradictions de cette forme de l'accumulation capitaliste. Les effets de cette crise et de ses remèdes, dont évidemment le sauvetage des banques par les fonds publics et les multiples crises de la dette que cela a engendré, n'en finissent pas de produire des secousses politiques et économiques. La crise de 2008 était une crise interne au capitalisme, une crise au cœur de la finance, qui n'était le produit d'aucune cause extérieure, mais des contradictions du système lui-même. La pandémie de 2020 ou les catastrophes climatiques en cours sont elles aussi en fait le produit du mode de production capitaliste, même si elles apparaissent comme se dressant contre le processus économique, comme si c'était des forces extérieures. Alors non seulement le capitalisme se débat dans ces contradictions-là, mais la concurrence exacerbée qui est sa marque en fait naître d'autres, et pas des moindres, comme la montée en puissance de la Chine, qui est maintenant vue comme la principale menace par l'impérialisme américain. Alors comment définir cette période nouvelle ouverte par la longue décennie de crise de 2008 jusqu'à aujourd'hui? La question est ouverte, et d'ailleurs, on l'a mise en discussion au-delà même de nos courants qui sont ici réunis. On l'a mise en discussion dans le mouvement révolutionnaire international, notamment lors des conférences de Milan puis de Paris, discussion qui continue à se dérouler et qui se déroulera l'année prochaine. Ce qu'on peut relever de la phase actuelle, c'est l'instabilité extrême. Cette instabilité est essentiellement liée à la tentative des États-Unis d'imposer un nouvel ordre mondial qui protège leur hégémonie et rebat les cartes. Chaque État tente de s'imposer régionalement dans cette redéfinition des rapports de force. Ce qui est important, c'est de comprendre que cette instabilité ne fait que commencer et elle n'est vraiment pas prête de se résorber. D'où l'augmentation record des budgets militaires, 20% à l'échelle du monde cette année, et le nombre record de morts dans des conflits armés depuis la fin de la guerre froide. L'affrontement récent entre l'Inde et le Pakistan
On pourrait rajouter l'affrontement, bien sûr, qui dure encore entre la Russie et l'Ukraine, illustre cette tendance à un retour des conflits interétatiques où se mêlent parfois des luttes légitimes contre des oppressions nationales, comme au Cachemire, la concurrence entre puissances capitalistes régionales et des affrontements par procuration entre puissances impérialistes, comme entre la Chine ou la Russie et les États-Unis. Le fameux droit international fait les frais de cette période de redéfinition des rapports de force, et ça, c'est illustré par l'incapacité totale des institutions internationales à imposer quelque décision que ce soit contre le génocidaire Netanyahou. Alors cette concurrence capitaliste exacerbée, elle ouvre une ère de guerre et de révolution, pour reprendre la formule. Les guerres, qu'on constate déjà aujourd'hui, sont de nature différente, même si elles sont invariablement menées par une puissance capitaliste, au moins d'un côté, puisque les travailleurs eux-mêmes n'auraient aucune raison de se faire la guerre entre eux. Guerre entre impérialistes, guerre pour soumettre des pays dominés, guerre de rapine ou de nettoyage ethnique. Les perspectives à mettre en avant sont différentes dans chacune de ces situations. Par exemple, on ne prêche pas la paix au peuple palestinien, car cela signifierait abandonner la lutte contre son oppression. On ne met pas sur le même plan l'agresseur impérialiste israélo-américain et l'Iran, malgré la nature rétrograde et anti-ouvrière du régime de la dictature iranienne. Mais dans un conflit inter-impérialiste, nous nous référons au défaitisme révolutionnaire des bolcheviks et de la Troisième Internationale. Alors, dans ce sens, s'il y a bien une conclusion militante à tirer des changements dans la situation, c'est de remettre en avant la lutte politique contre le militarisme. On doit d'abord dénoncer les buts de guerre impérialistes auxquels se préparent les gouvernements de nos pays respectifs. Aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, on nous dit que la Russie ferait peser une menace existentielle sur l'Union européenne et ses institutions. Car si Poutine devait tenter d'envahir un nouveau pays, à l'Est, et que les gouvernements européens ne lui déclaraient pas la guerre immédiatement, alors l'Union européenne serait morte, et avec elle, l'OTAN. C'est un bel aveu quand même. Il faudrait donc envoyer des travailleurs de toute l'Europe se battre, non pas pour les Ukrainiens, ni pour les Lituaniens, ni pour aucun peuple, mais pour la stabilité de la construction politique impérialiste qui s'appelle l'Union européenne ou l'OTAN. Évidemment, pas question. Ce qui, soit dit en passant, ne règle en rien le fait que la menace de Poutine est-elle réellement existentielle pour les peuples que son régime agresse, comme les Ukrainiens aujourd'hui, et existentielle aussi pour l'opposition et la classe ouvrière en Russie elle-même. Alors, dénoncer les buts de guerre impérialistes, des guerres actuelles comme des guerres futures, qui risquent de se multiplier et qui feront peser sur toute la période à venir le risque d'une escalade mondiale, c'est essentiel. Et il est aussi essentiel de dénoncer ici et maintenant le poids du militarisme sur toute la société. Toutes ces forces de travail, tous ces moyens de production modernes engloutis dans des usines d'armement. Tous les budgets sociaux sabrés au profit des budgets militaires. Toute une jeunesse appelée à s'enrégimenter durant ces années les plus belles et les plus formatrices. Tout ce poison du nationalisme et du patriotisme qui pollue les discours et les cerveaux. Tout cela ne pourra qu'approfondir les crises sociales qui sont déjà en germe et les explosions sociales qui vont avec, explosions sociales sur lesquelles on mise nos perspectives politiques. Alors, une remarque enfin, dans la compétition économique comme dans la guerre qui la prolonge, aucune des puissances rivales ne perd de vue l'essentiel. C'est que le principal concurrent de tout capitaliste, ce sont les travailleurs et les peuples. Le cours de leurs affrontements, il est déterminé non seulement par leur concurrence et leur rivalité, mais aussi par leur complicité indéfectible dans le maintien de l'ordre social capitaliste. Et de tous les régimes, même les pires, comme celui de Netanyahou, comme celui de Poutine, qui sont à même de l'assurer. Cette leçon, rappelons-nous que les communards l'ont apprise dans le sang, est plus que jamais d'actualité. Les explosions de révoltes populaires ont été nombreuses depuis 2008
et elles ont pris les grandes puissances, mais elles ont pris tout le monde en fait par surprise, comme les révolutions arabes, mais depuis bien d'autres au Chili, en Iran, en Algérie, la liste est très longue. Cette instabilité actuelle du capitalisme, elle porte en elle bien sûr la guerre, mais elle porte aussi la promesse de la multiplication et de l'accélération des crises politiques, et on en a connu quelques-unes dans tous nos pays ces dernières années. Ce qui manquait à chaque fois dans ces crises, c'était une stratégie révolutionnaire, c'est-à-dire un parti capable de donner des perspectives d'indépendance de classe aux travailleurs. Et c'est à ça qu'il faut se préparer, car c'est bien dans ces situations de crise en haut et de lutte en bas que peuvent naître les perspectives les plus sérieuses. Alors, comment identifier les maillons faibles de la chaîne capitaliste où se produiront les futures explosions sociales? Quelle politique face à l'enrôlement nationaliste et militariste, la montée de l'extrême droite qui accompagne cette nouvelle phase de repartage du monde? Quelle stratégie et quel parti révolutionnaire pour la mener? Vous comprenez bien que c'est toutes ces questions qui poursuivent cette analyse sommaire de ce matin et qui feront l'objet des 3 jours de débat qu'on a devant nous ici. Hello to everybody. I'm Christos from OKDE Spartakos, Greece. I would like to add some elements in our discussion today about imperialism. First of all, the previous speakers described very well in many ways a change that has happened last years, last decades, between the economic balance of powers internationally. They said that, and it's correct, absolute, that new powers have emerged in the global arena. I want to add in this analysis a background that maybe is important to have in mind. This background, in my opinion, is that beside this thing, we have an overall fall of the rate of growth globally. I have made a periodication of the post-war period from 60 until 73. There is the big post-war boom, the golden age of capitalism, where all this welfare state was born, unemployment was very low, and the living conditions of the working class in the capitalist states, mainly West, were improving from year to year. It was an era where the social rights were, and the democratic rights were broadening, were gaining, and it was, let's say, what the West was promoting in all of the world as what capitalism is. The second data is 90s, the collapse of 1990, the collapse of USSR, and then 2008 is the economic crisis, and 2019 pandemic. If we see the growth rates, the average annual growth rates globally, then in the first era it was on average 5.2%. In the next era, from 74 to 89, it was 3.1%. From 90 to 2007, until the economic crisis, it was 3.2. After that, and until pandemic, it was 2.7, and from 2020 until today, it's 2.7 again. So we see that it's a lowering of the growing rate globally, average.
why I'm saying that? It's important, in my opinion, to know that all these competitions and all this change of power that is happening in a reducing growth globally. So this we must understand that it has an element of an agony also for some capitalist powers to maintain, survive, and continue to accumulate capital and profit from and get their share from the globally produced surplus value. As a conclusion, about this element, we can say that last 5 decades, we are living a long period of low growth rates, economic difficulties, crisis, we can say. Economic pie is not growing as fast as before, not fast enough for everyone to be pleased and have his share. This is the one. And the other one is what the previous speakers have all stressed out, that the last 3 decades we have significant changing in the relationship of economic force balance, of economic weight between the old imperialist, West imperialist powers and new capitalist and imperialist powers like China and others. This is the first element. The second is about the discussion of capitalism, imperialism, and accumulation of capital. When imperialism emerged as a stage of capitalism, there was a debate on what the consequences of such an evolution will be. There were many that analyzed the stage of capitalism as a possibility for global capital to make a more planned economy, to avoid crisis, to regulate in a global way the anarchy of capitalist production, and maybe a possibility of capitalism that it's an evolution in a better world. Lenin was opposing, of course, this analysis, and he was saying, on the contrary, the accumulation of capital, this giant capital that is born in an imperialist era means that capital can be more destructive when it's rivaling against another opponent, and this will bring more destruction and more wars in the world. He was analyzing his era with 6 great capitalist powers. It was England, Russia, France, Germany, USA, Japan. Each one of them were global players and were seeking of expanding their economy, their business, their influence, and so on. And this was the cause that break out the First World War. After after the, let's say, that life has proven Lenin to be right, and 2, in fact, world wars happened so that the system could stabilize again in some way, with a huge cost, of course, because a great part of the world was through the revolution, socialist revolutions in Russia and China, were not part of capitalist war anymore. So in his analyzing his era, Mandel, and continuing the thought of Lenin,
He was analyzing late capitalism after Second World War, and he was also addressing the problem of what will become with the accumulation, where does accumulation of capital leads the world in the 60s or in the 70s. In my opinion, he makes a significant point, saying that first of all, I want to say that he is not so categorical, he is not so decisive as Lenin on what will be the future. He leaves some space also for various evolutions. But in the model of inter-imperialist rivalries, he adds an element, two new elements that was for his era. The one is that capitalism was restricted and only through three imperialist powers are opposite to each other. It was USA, Japan, and Europe, EU, not EU at the time. And secondly, that at the global balance of social forces at that time was unfavorable for capital, so that inter-imperialist world has become, inter-imperialist wars become extremely unlike, if not impossible, to cure. Today, where are we today? After what the previous speakers already mentioned, the fall of Stalinism, the restoration of capitalism in Russia, the dissolve of USSR, the capitalist restoration in China under the guidance of Communist Party of China. What is the situation today? What can we say about the evolution of accumulation of capital? If we speak in our times, not now, but some years before, there was again a big discussion of how will global economy and evolve in the future. It was the imperialist propaganda that claimed and supported that human history was over, that capitalism has proven to be the best possible system, that a global village will be created, that democracy, peace, and prosperity for all is our future. Others were saying that after the USSR collapse, there was only one superpower that remained, USA, that will dominate the whole world forever, and that it will impose their own rules to everybody. What can we say today after the experience we have and the time has passed? In my opinion, after the Ukrainian war, it's evident that all these theories were either pure capital propaganda or at best analysis that stayed just on the surface of the reality. We still live in the era of imperialism. Capitalist concentrate maybe is never before supported as before, supported by states that are stronger as never before, and they are fighting for their interests in the global arena. Of course, there is a big space for theoretical analysis of today's situation and its specific characteristics compared to the previous phase of imperialism. Aurelian, in his opening, already told that today we can say that a special characteristic that didn't exist before is that global capitalist system is in its purest form historically. There are no empires nor former, let's say,
ruling classes left over the planet. There are no Stalinist or states. There are only bourgeois states in the global capitalism. The second one is that there are emerging, beside USA and EU, new capitalist powers that are reclaiming a global influence. That is mostly China, but are also Russia, India, and other states claiming it's part of the global produced surplus value. And finally, the element of the balance of forces is under question, of the social balance of forces. Worker movement globally, the last decades was in a retreat, ideologically, politically, and organizationally. As a result of that, I believe we can no longer say that inter-imperialist wars are not more unlikely or impossible in the period that is opening now. So, as a conclusion, we can say that the economic and political framework that was globally imposed by the winners of the Cold War succeeded the goal of globalization, but did not succeed in providing a solution to their economic crisis and process of decline. And this goes first of all for USA, which undeniably is the leading power of the imperialist system until today. But besides that, it's also true that the expansion of capitalism in all over the world is expanding also the working class socially. Also, this was mentioned in the opening. And this is a really hard data that we must take in account. The working class movement maybe has been retreated, but today working class is the largest class numerically worldwide. She is expanding also inside the capitalist economy. A growing percentage of the white collars today are parts of the working class. And most important, they are feeling so that they are part of the working class. Their status is more closely to the blue collars than to the bosses. So today's working class is by far the most educated, trained, and productive class in the history of humanity. She is more capable than ever in history of leading society and run a complex economy and production. These are elements undeniable. This is a reality that is happening, and it doesn't matter what the conscience of this class is. This is a second discussion. But the reality is this. This is a change that is happening. So, what can we say for the future about the very development of the capitalist system, as Greg already mentioned, strengthens its gravedigger, the working class, and makes it increasingly capable of managing a complex production economy. This, as revolutionary, this is the main reason that gives us hope for the future, for the possibility of overthrowing capitalism and make a breakthrough to a new society without exploitation, economical crisis, social disasters, environmental disasters, wars, genocides, etc. Can we say that, because there is a discussion also in many countries of what is World War III, can we say that we are towards
to World War III, in my opinion, they are not prepared for that. There are not blocks formed yet that are stable. Nobody is now ready for a generalized war, but they are making steps. In Ukrainian, the war that exploded and last, and I don't believe that it will end soon, is an important step in this direction. It's not only that a capitalist power, an imperialist power, is directly opposing the will of the United States and the main capitalist power of the world. They are direct in confronting them. It's not only that, it's also that in this war, they are making, in the militarization, in the weapons that are used, decisive steps. We cannot forget that North Korean troops are fighting in Ukraine. This has its significance. In the Middle East war, we have direct hits between Israel and Iran and USA and Iran. Maybe it seems a little theatrical, maybe it seems a little not of course it's not a generalized war, but it's a step that is being made. We are not in the previous situation, we are in a new era, in a new situation. So, on this discussion, it's not decided, they are not ready, but they are preparing. And if the working class will not be able to stop it, then it probably will happen. I don't believe that they will hesitate because of the big destruction a generalized war will create. They were able to create big destructions many times in the past, and First World War was no lesson for not making the second. So I don't believe that the Second World War and nuclear powers will be a lesson for them not to making a Third World War. That is for me. Thank you.